J'espère que vous allez bien. Eh bien nous, on est toujours confinés au Maroc, à Casablanca. On en prend encore pour presque 3 semaines. Bon, on n'est pas désespérés, mais c'est vrai qu'on commence quand même à trouver le temps un tout petit peu long. Euh, mais aujourd'hui, on est très très content de recevoir Vangelis Panayotis, que certains connaissent déjà, qui va nous rejoindre, j'espère, très rapidement. Ça ne saurait tarder. Hello Vangelis. Salut Stella. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va super. Alors, il faut que je fasse un petit réglage parce que là, j'ai l'impression que j'ai à peu près à moitié la tête coupée. Voilà, ça commence à aller mieux. Peut-être encore un tout petit peu. J'étais en train de dire que nous, on est un tout petit peu désespérés parce qu'on a repiqué pour presque 3 semaines de confinement. Donc là, c'est vrai qu'on en a globalement un tout petit peu ras-le-bol. Mais écoute, voilà, on va dire... Tu m'excuseras parce que même si on n'est plus en confinement à Paris et que mon coiffeur a été libéré du confinement, j'ai pas encore eu le temps de passer le voir. Donc, écoute, c'est pas mal. Non, non, franchement, c'est pas mal. Ça donne un petit style un peu décontracté. Bon, écoute, j'étais en train de dire à nos amis avant juste que tu arrives qu'on était vraiment contents de te recevoir. Je dis on parce que même si Florian n'est pas avec moi pour cause de confinement, on t'a invité quand même tous les deux et puis on a préparé un peu des questions parce que pour te présenter rapidement, tu es un grand spécialiste de l'hôtellerie dans ce pays et même, je dirais, dans le monde entier. Tu as un cabinet de consulting depuis 4 ans dont tu assures la présidence qui s'appelle MKG Consulting et qui en fait conseille les hôteliers, les investisseurs, enfin tous les gens de notre métier dans leur stratégie et puis dans leur projet, dans leur réalisation. Ça va, j'ai pas dit de conneries? Non, pas du tout, pas du tout. J'étais en train de lire le message de Fred qui me félicitait pour la coupe de cheveux. Ça va, je suis rassuré. Ça lui va bien de dire ça parce que c'est le premier à aller filer chez le coiffeur dès qu'il a la possibilité, tu vois. Donc, est-ce que j'ai dit des conneries ou est-ce que je t'ai bien présenté MKG Consulting? Tout à fait. Bon. Tout à fait, exactement. Moi, je trouve que c'est super intéressant de t'entendre parce que là, on vit quand même des moments assez inédits, on va dire, dans le secteur. Je ne sais pas si tu as possibilité de baisser un tout petit peu ton micro parce que j'ai le retour. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même la première fois, je dirais, depuis des centaines d'années que un hôtel, c'est-à-dire un endroit qui ne rêve que d'une chose, c'est de recevoir des gens, ne peut pas le faire, ou alors avec des conditions extrêmement contraintes. Enfin, on va pas revenir sur ce qu'on a déjà entendu de façon un tout petit peu mainstream dans certains débats. Moi, j'ai vraiment envie que tu nous parles de ta vision de l'avenir, parce que finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va avoir des hôtels, je le dis pour les gens qui ne sont pas forcément des pros du secteur et qui nous écoutent quand même, parce que c'est un sujet super intéressant. C'est le tourisme en général finalement qui est touché, que ce soit en France ou partout à l'international. Comment est-ce que demain on arrive à réinventer une nouvelle forme d'hôtellerie parce que à minima, les meilleurs auront perdu 50% de leur chiffre d'affaires, certains vont être obligés de fermer. Enfin bon, c'est un secteur qui est très 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 touché. Tu as peut-être des chiffres, tu as peut-être une vision un peu globale à nous donner là-dessus? Oui, alors, avant de rentrer peut-être dans les sujets plus qualitatifs en termes d'analyse, parce que comme tu l'imagines, personne n'a une boule de cristal, on a quelques faisceaux faibles et on en discutera avec plaisir. Pour faire un point rapidement sur les chiffres, en tout cas, c'était la première fois qu'on appuyait sur le bouton stop pour un hôtel. Et souvent, un hôtel, c'est pas vraiment fait pour être fermé. C'est un peu particulier comme situation. Et on n'avait jamais connu ça, on n'a jamais connu des taux d'occupation à 20% ou à 0 ou à 2, 3. Enfin, c'est quelque chose qui était assez inédit. Pour les Chinois qui ont connu, quand
était les premiers à rentrer un peu dans ce contexte-là, c'était assez particulier, mais en Europe, on n'est pas la Chine, et puis dans le reste du monde, on n'a pas tout à fait les mêmes leviers, donc c'était quand même assez particulier. Tu avais généralement entre 10 et 20% du parc hôtelier qui est resté ouvert en Europe. En moyenne, c'était moins en Espagne, c'était moins en Italie. En France, pour la petite anecdote, même si les restaurants avaient pour obligation par décret, donc c'était quelque chose par la loi d'être fermé, ce n'était pas le cas des hôtels. Les hôtels pouvaient rester ouverts pour peu que l'activité restauration n'ait pas lieu. Donc les petits déjeuners, le restaurant, voilà, c'était quand même un peu compliqué. Malgré tout, certains ont été ouverts pour des questions sociales, c'est-à-dire j'avais des femmes battues, j'avais des gens qui justement étaient un peu en quarantaine, voilà, ça c'est un énorme sujet, hein, la femme battue. C'est incroyable parce que tu sais, on entend parler beaucoup. Je suis désolé parce que je ne suis pas quelqu'un qui est au cœur de ces sujets qui sont évidemment très importants, mais en parlant avec mes amis hôteliers, je me suis rendu compte que ce n'était pas anecdotique. Et tu as eu ce moment de confinement qui a fait ressortir une partie aussi un peu sombre de la société, dont fait partie ce phénomène des femmes battues, où là, pour le coup, c'est peut-être le seul côté de distanciation sociale qui pouvait être positif. Et puis j'aimerais revenir aussi sur ce terme de distanciation sociale. Je trouve qu'il est particulièrement mal adapté pour notre métier. On est des animaux sociaux, on a besoin d'interaction sociale. Le restaurant, l'hôtel, c'est un moment de convivialité, c'est un moment où on se retrouve, on a envie d'accueillir les gens, c'est pour ça qu'on se donne du mal, qu'on fait une jolie décoration, on en parlera peut-être toi aussi de ton côté pour donner un petit peu d'âme à tous ces lieux et leur donner quelque chose de particulier. Et là, on a eu tout d'un coup, en plus du confinement, de la peur du virus, la peur de l'autre, et un terme ultra violent pour notre métier qui était la distanciation sociale. Alors maintenant, on parle plus de distanciation physique, tant mieux, c'est moins anxiogène. Mais disons que ça abîme un des piliers qui est ce métier de l'hospitalité, celle d'accueillir les gens et de créer un moment de convivialité. Alors je termine sur les chiffres et après on pourra peut-être parler d'autres sujets. Là maintenant, les hôtels vont réouvrir graduellement d'ici la fin juin. On pense qu'on aura à peu près 70% du parc hôtelier en France qui va être ouvert. Va y avoir des hôtels en juillet-août, notamment ceux qui sont plutôt saisonniers, qui même s'ils ne savent pas s'ils vont avoir une activité importante, vont ouvrir, parce que s'ils ouvrent pas en juillet-août, c'est pas en novembre, donc ils vont faire du business, donc de toute façon, ils vont être contraints d'une certaine façon. Si mes renseignements sont bons, le problème des 100 km d'habitation est éludé. Ça. Maintenant, on a le droit de se promener à plus de 100 km à partir du mois de juin, c'est ça ? Alors écoute, c'est pas officiel. D'accord. Mais autant te dire que cette barrière des 100 km, on part du principe qu'elle n'existe pas, parce que du moment où elle existe, de toute façon, ça va être très, très, très compliqué. Ouais, c'est la mort donc, ce qu'on voit qui marche là à date, c'est évidemment tout ce qui va être les locations meublées. Alors ça va faire perdre une touffe de cheveux aux hôteliers d'entendre ça. Et c'est pourtant ce qui fonctionne plutôt bien à date, hein, parce que comme les gens n'ont pas de visibilité sur comment ils vont pouvoir réserver, se déplacer, c'est pas encore très clair. Du coup, ils se disent au moins on va louer une maison avec le premier cercle, la famille est très proche. Ça peut fonctionner. Tu as pas mal d'hôtellerie de plein air avec le mobil-home, les campings, qui est très résilient. Et puis là, ça a été annoncé là, il y a je crois hier ou avant-hier, je crois, tout le volet tourisme solidaire avec les chèques vacances. Et là encore, je pense que ça va plutôt bénéficier à cette hôtellerie de plein air. Mais alors justement, ça sera peut-être le sujet qu'on abordera après, mais est-ce qu'on a peut-être des conseils ou des idées à donner à nos amis hôteliers pour qu'ils remixent leur offre peut-être un tout petit peu différemment, pour qu'ils fassent venir des vacanciers chez eux ? Ouais, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir qu'on fasse le point sur nos équipements hôteliers, que ce soit des restaurants, les spas ou autres. On a un hôtel, ces équipements, on est obligé d'être ouvert. Alors, je ne vais pas être cynique, je sais que les restaurateurs vont être dans une situation difficile, mais dans les hôtels, on a des restaurants. Peut-être on ne les exploitait pas suffisamment bien. Et là où on risque d'être, pour une certaine période, en suroffre, en termes d'hébergement, de nombre de chambres, on risque peut-être, dans la restauration, d'être en sous-offre, parce que voilà, ça risque d'être plus violent pour ce secteur. Donc l'idée, c'est de dire comment nous, qui avons un logiciel, nous hôteliers, qui avons un logiciel depuis toujours, qui est d'accueillir des gens qui ne sont pas de la zone de proximité. On existe parce que justement, on accueille des gens qui viennent dans la zone, et donc on n'est pas du tout
on n'a pas orienté nos produits et nos services sur une clientèle de proximité. Et quelque part, c'est un peu un contresens, parce que si tu te souviens, ou au moins si tu as les images à l'esprit, l'hôtel de la gare, c'était l'endroit où il y avait les mariages, où il y avait à 16h, tout l'afternoon tea. Alors les Anglais, c'était beaucoup le cas, mais en France aussi, tu rencontrais toute la ville dans l'hôtel. C'était le point de rencontre. Non, mais justement, je souris parce que ça fait partie des questions qu'on t'a préparées avec Florian. C'est-à-dire que nous, on croit beaucoup au fait qu'aujourd'hui, l'hôtel, il est entre guillemets monoproduit et qu'il n'est pas assez ouvert sur son quartier, sur les gens qui vraiment sont à côté. Alors, nous, on a déjà fait des prototypes dans certains établissements où on a fait rentrer les gens du quartier seulement parce qu'il y avait un dépôt de pain, il y avait un boucher qui venait une fois par semaine pour vendre de la viande et qui arrivait de province, pour des cours de danse, de yoga, de je sais pas quoi, en faisant venir la clientèle de l'extérieur. Et ça a super bien fonctionné. Et en fait, je pense que tu partages ça. Si tu vas dans une ville comme Londres, tu as quand même envie de rencontrer des Londoniens. Et donc, si tu es à l'hôtel, tu as envie de rencontrer potentiellement des Anglais. Et quand tu es dans un hôtel, entre guillemets, traditionnel, tu rencontres des Hollandais, des Belges, des Suisses, tous les pays, mais pas le pays dans lequel tu es parti pour faire ta visite. Donc c'est pour ça qu'on voulait aussi t'interroger là-dessus. Tu commences à y répondre, donc c'est vachement intéressant. Est-ce que tu penses que demain, le format de l'hôtellerie sera peut-être celui d'agglomérer plein de métiers différents à l'intérieur du métier de l'hospitalité? Parce que finalement, l'hospitalité, c'est la générosité, c'est donner du service, c'est donner de l'échange entre les gens. Alors, tu as deux typologies d'hôtellerie, parce que tu as une hôtellerie urbaine, puis tu as une hôtellerie plus rurale. Je pense qu'elles sont sur des logiques qui sont un petit peu différentes, et elles vont faire appel à des leviers d'attraction qui sont un peu différents de la part des voyageurs. Mais je fais une petite parenthèse avant de rentrer plus dans le vif du sujet. Tu sais, à partir des années 80, voire même dans les années 70 aux États-Unis, tu as eu le phénomène d'industrialisation de l'hôtellerie. Ouais. Donc c'est là où il y a eu beaucoup de concepts de chaînes standardisées. Ouais. C'est pas bien ou mal, c'est pas la question, mais à l'époque ça répondait effectivement à cette période de croissance, cette démocratisation du voyage qui a amené jusqu'au low cost au niveau des compagnies aériennes. Et donc on était presque rentré dans une logique de commoditisation de l'hôtellerie. Ouais. Et à ça, c'est ajouté une logique aussi de financement où il fallait avoir du rendement maximum avec l'immobilier, donc faire le maximum de chambres possible, etc., etc. Et donc c'est là où on a vu des lobbies qui étaient devenus plutôt fonctionnels, qui étaient réduits, moins des lieux de vie. Et voilà. Et donc on a fait un cycle de 30 ou 40 ans maintenant, et on se rend compte que finalement, l'âme de l'industrie de l'hospitality, c'est l'hospitalité de l'âme. Et on avait peut-être oublié que les gens qu'on accueillait, ils devaient aussi se nourrir. Ils devaient se nourrir de la rencontre avec les autres, ils devaient se nourrir de l'environnement dans lequel ils étaient, et quel qu'il soit urbain, on en reparlera parce qu'il y a beaucoup de richesses au niveau des centres urbains, mais y compris en rural, tu as de la gastronomie, des terroirs, tu as des choses qui sont vraiment spécifiques de l'identité d'un territoire, on peut les retrouver. Et puis c'est aussi un moment de se ressourcer, de se retrouver avec soi-même, de prendre du temps en dehors schéma dans lequel on est au quotidien. Et donc, tout ça mis bout à bout, qui était le point de départ du métier d'aubergiste, qu'on a un peu oublié, qui s'est transformé dans cette logique d'industrialisation, et donc qui a un petit peu déshumanisé, et qui a rendu le côté, enfin voilà, c'est une commodité. Il faut un endroit pour dormir, safe, 7 heures dans la journée, parce que j'ai des rendez-vous, parce que j'ai un déplacement contraint, parce que un tas d'éléments. Et là, on voit que tout d'un coup, ça ne se suffit plus. Maintenant, il y a une perte de sens, et ce qui est une commodité il doit être bien intégré dans son environnement. Il doit bien être capable de faire vivre l'expérience de cet environnement aux voyageurs, quel qu'il soit, et contribuer à je trouve, cet élan du cœur de partage humain, d'aller faire partager l'environnement dans lequel il est. Je fais un dernier exemple. Les Américains, c'est pas du tout pour stigmatiser, mais ils étaient très contents d'avoir un Hilton avec une chambre standard de 400 chambres aux 4 coins du monde. Ça les rassurait. Ils étaient contents, le monde était une inconnue à l'époque, mais aujourd'hui, les gens n'ont pas du tout envie de ça.
c'est l'expérience de Rome, c'est l'expérience de l'Équateur, et plus du tout d'être rassuré dans quelque chose d'ultra standardisé. Et c'est ça, c'est la claque que nous a mis Airbnb, qui nous a dit, nous on s'en fout en fait de l'environnement, ce qu'on propose c'est... Alors, du coup, comment est-ce qu'on fabrique les hôtels de demain, à ton avis? Est-ce que ils doivent être forcément tous différents pour avoir cette expérience client dont tu parles? Est-ce qu'on doit quand même garder un... Est-ce que tu m'entends? On a quelques petits problèmes de réseau. Ouais. Bon. Ça a coupé un petit peu, mais ouais. Tu disais voilà, c'est comment on fabrique l'hôtel de demain. Bah, c'est ça. Est-ce qu'il y a une recette? Je pense qu'il y en a sûrement évidemment plusieurs. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. C'est l'enfer. J'ai suivi le télétravail au Maroc. C'est ça. Ils sont tous devant leur écran. Non, je disais, est-ce qu'il y a une seule recette? Sûrement pas, il y en a sûrement plusieurs. Mais il y a sûrement plusieurs recettes pour fabriquer l'hôtel de demain. Mais nous, on essaye toujours de partir de notre propre expérience. Et moi, c'est vrai que quand je vais à l'hôtel, même si c'est pour le travail, j'ai quand même envie d'être un peu réenchantée, de découvrir un peu un lieu. Parce que de toute façon, si je veux avoir des garanties de sécurité, je peux les avoir déjà grâce à Internet et je peux me renseigner au travers de tous les TripAdvisor et autres réseaux sociaux qui me disent que l'hôtel va être bien ou pas bien. Donc, comment est-ce que on fabrique un... Comment est-ce qu'on fabrique un produit ou une expérience qui corresponde à ce que demain, on va avoir envie de trouver? Alors, tu vois, en réalité, on avait segmenté un petit peu le voyageur entre, je schématise, le week-end, du 8 août, c'est un vacancier, et du lundi au vendredi, c'est un voyageur d'affaires. C'est ça. Sauf que les gens ne sont pas tous à ce point-là schizophrènes, ça reste la même personne dans tous les cas de figure. Alors peut-être que de 9h à 18h, il est dans une énergie, dans un mode de consommation qui peut être un mode corporate, pourquoi pas, mais comme tout à chacun, peut-être qu'à partir de 19h, il a envie de prendre l'apéro, boire une bière avec ses collègues, se détendre, voilà, retrouver les choses qui l'intéressent dans sa vie. Donc finalement, plutôt que de faire rentrer le client dans un mood de produit et de concept, il faut que le concept s'adapte aux différents moments à temps à ce moment-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comment l'hôtel va créer ou être prêt à proposer quelque chose dans tous ces différents moments de vie. D'abord, on n'aime pas, on est rentré dans une espèce... Alors, je crois qu'on va plus loin que la personnalisation. On doit aller dans l'individualisation. La personne doit retrouver quelque chose qui fait écho à son individualité, à ce qu'il est profondément. Et puis, à un moment donné, il doit être capable de changer d'atmosphère, de changer d'esprit. Il est dans la chambre, il est dans un restaurant thématique, il est dans le lobby. C'est pas obligé que tout ça soit aseptisé et soit fait dans un seul moule. Chez nous, notre salle de bain, c'est pas pareil que notre chambre, c'est pas pareil que notre cuisine, c'est pas pareil que notre salon. Non, mais nous, si tu veux, souvent, on est frappé aussi parce que on a l'impression qu'il faut tout refaire et tout transformer pour que les lieux, tout d'un coup, deviennent un peu avec une atmosphère, avec une âme et tout. Mais de temps en temps, il suffit de baisser un peu le niveau de la lumière ou au contraire de l'augmenter, de déplacer un peu les fauteuils et les chaises et les tables pour qu'on se retrouve dans une atmosphère conviviale. Et moi, ce que j'ai remarqué, parce que finalement, ça fait seulement une grosse dizaine d'années qu'on fait ce métier-là et avant, comme tu le sais, on travaillait dans la mode, même s'il y a beaucoup de corrélations, c'est quand même un autre métier. Ben nous, comme on est arrivé avec un œil un peu neuf là-dedans, on a trouvé que tout était très finalement éloigné de l'être humain par moment, en tout cas sur la décoration des lieux et sur les fonctionnalités des lieux.
Alors que hospitalité, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment l'amour des gens et l'amour du bien recevoir. Et par moments, pour être très professionnel et pour être très fonctionnel, on a l'impression que les hôtels ont perdu leur âme. Donc peut-être que c'est aussi une forme d'explication de la, le fait que les hôtels ont été un petit peu moins fréquentés par rapport à des solutions alternatives comme Airbnb. Globalement, la demande a été un peu un effet contre-productif, c'est-à-dire que c'est un secteur qui a très bien fonctionné, et donc quand tout marche très bien, généralement, et c'est pas une justification, c'est pas une raison, mais tu te poses un peu moins les questions. Donc, du coup, tu rentres dans cette industrialisation et donc il faut que les gens rentrent dans le mood du produit. Maintenant, on va voir, et cette crise va être un accélérateur des changements. Souvent, on se dit, là récemment, j'ai parlé avec pas mal de monde, et ils disaient, c'est quoi le monde d'après? Est-ce que voilà, tout va changer, on va être des êtres complètement différents ou pas? Il y en a qui disent, pas forcément, le monde ne va pas totalement changer. En réalité, ce qu'on est en train de dire, c'est une accélération subite des changements et des modifications qui étaient déjà en cours. Alors, on peut parler de consommer de façon plus responsable, on peut parler de tout un tas d'éléments. Et je crois qu'aujourd'hui, cette crise-là, probablement, va venir accélérer ça, en tout cas dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va pas faire la sociologie ou de la prospection à la Nostradamus, donc on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On voit aujourd'hui la secousse à tout point de vue, géopolitique, dans la relation entre les grands ensembles, dans la mondialisation des échanges commerciaux, dans cette espèce de boîte de Pandore monétaire où on imprime de l'argent encore plus facilement que je ne sais quoi. Il n'y a rien d'autre d'ailleurs. Je pense que c'est le truc qu'on fait le plus simplement aujourd'hui. Il y aura forcément peut-être un contre-coup à ça. Mais dans le fond, on s'en fout un peu, j'ai envie de te dire. Parce que ce qui nous intéresse et ce qui va rester, quel que soit le contexte externe dans lequel on évolue, c'est l'homme, c'est l'humain. Ouais. Et c'est vrai que ce métier de l'hôtellerie, il a une interface hard qui est le produit, qui doit être avec de l'âme, qui doit être décoré avec du goût, qui doit raconter une histoire. Je pense que c'est vraiment important de raconter une histoire, s'insérer dans son environnement. Mais en réalité, il produit un service, et il produit un service avec de l'humain. Donc je crois qu'aujourd'hui, ceux qui ont compris des choses intéressantes, c'est qu'il faut que les gens qui travaillent dans l'hôtel soient les premiers à être fiers et à être contents d'y travailler, s'y sentir bien. Ouais. Parce que si eux s'y sentent bien, ils sont dans les meilleures dispositions possibles pour aller donner de l'attention, pour aller donner de la sincérité à l'autre, être fier aussi. Tu sais, quand tu reçois chez toi quelque part et que tu es fier de là où tu es, ça se sent, tu vois, ça se modélise pas, ça s'apprend pas. Il n'y a pas d'école pour ça, il n'y a pas de guide, de procédure, t'es juste bien, t'es à l'aise. Je trouve que faut lui rendre hommage. Je crois que Serge Trigano avec son Mama Shelter nous a appris des trucs intéressants là-dessus. Bien sûr. Mais il a dit, moi je m'en fous que vous cassiez des assiettes, je m'en fous que vous ne soyez pas des professionnels du service ou de l'hôtellerie ou de la restauration, mais je veux que ça soit gourmand, je veux que ça soit chaleureux, et il faut qu'on soit dans le partage. Et voilà, et si le sourire est sincère, je crois que la sincérité du service, la sincérité de ce qu'on fait, demain, ça va être ce qu'il y a de plus important, et ça ment pas. Les gens, ils le sentent quand tu es sincère. Quand tu es sincère dans la décoration que tu as fait, quand tu es sincère dans le service, ta relation à l'autre, ça ment pas. Et je crois que ça excusera tous les autres sujets, les petites erreurs de service, les petites... Voilà, tout passe beaucoup mieux à partir du moment où tu es dans une vraie interaction humaine et sincère. Et je crois que c'était les valeurs ancestrales de ce secteur-là qui se sont un peu perdues ces dernières années. Ouais, non, mais on partage tout à fait ça. Nous, on dit toujours, quand on commence un chantier, un hôtel, et qu'on met tout le monde autour de la table, alors bien sûr, il y a les donneurs d'ordre, il y a les décideurs, et on les écoute beaucoup, mais on écoute aussi énormément les équipes opérationnelles sur place. Ça va de la dame qui fait le ménage, en passant évidemment par le réceptionniste ou le personnel de restauration, parce qu'il y a plein de choses qui nous apprennent sur l'hôtel, plein d'erreurs qu'on va éviter de faire à l'avenir, et puis aussi plein de demandes qu'eux ont, et si on prend ça en considération, après, ils vont énormément respecter les lieux que nous, on aura fait, parce qu'ils auront évidemment participé,
Et du coup, bah, c'est gagnant-gagnant parce que les rares fois où on est allé dans des établissements où au bout de 6 mois, bah, on avait mis une lampe dégueulasse qui n'avait rien à voir avec la déco qu'on avait fait. Enfin bon, ça nous est déjà arrivé, mais ça nous arrive assez peu parce que finalement, si les équipes sont partie prenante du projet dans son intégralité, comme tu dis, à la fin de la chaîne qui est le client, bah, tout le monde ressent ça et tout le monde se retrouve là-dedans. Et ce côté humain, il est tellement important. Je pense qu'effectivement, si on a des leçons à tirer de cet isolement qu'on a tous vécu, c'est quand même d'avoir eu envie de retrouver les autres, ce contact. Et quand tu parlais tout à l'heure de distanciation sociale, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un mot qui est une barbarie, surtout au XXIe siècle. On a déjà finalement la capacité de se cacher derrière des écrans. À un moment donné, on a ce besoin comme ça de tous se retrouver pour s'enraciner encore plus dans la relation humaine. Oui, c'est ce que j'allais te dire. On ne peut pas se déraciner de tout. À un moment donné, il va falloir quand même se reconnecter à soi, aux autres, à son environnement. Sinon, c'est sûr que ça finira probablement mal. Moi, j'ai une petite question pour toi, si tu me permets. Avec plaisir. Comment tu fais justement pour aller, quand tu pars sur un projet, pour aller sentir, moi j'ai pas de talent artistique, donc tu vois, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. Comment tu arrives à sentir un petit peu quelle va être l'atmosphère ou l'atmosphère du lieu? Alors, tu parlais tout à l'heure, tu discutais un peu avec les gens pour comprendre comment ils fonctionnaient ou autre. C'est quoi un peu la recette pour sentir ça? C'est spontané, c'est en fait, comme je te disais tout à l'heure, nous, on a un process en fait qu'on a mis en place à partir du moment où on commence à faire un projet. D'abord, on garde toujours en tête les tendances de nos métiers et qui sont finalement les tendances globales. On n'a pas attendu le confinement, mais c'est comme tu l'as dit, ça l'a confirmé pour savoir que maintenant on est dans la relocalisation, on est dans la nécessité de savoir où le vêtement, le saucisson, la table a été fabriquée. Ça, c'est très important. On n'a plus envie de se dire que c'est un enfant de 14 ans à l'autre bout de la planète qui a fabriqué ce qu'on est en train de porter ou de manger ou d'utiliser. Donc, on utilise beaucoup les tendances. Donc, par exemple, si on prend la tendance du végétal, qui est une lame de fond depuis quand même presque une dizaine d'années maintenant, bah, on a compris très vite qu'on avait besoin que l'extérieur rentre à l'intérieur de la maison, d'où cette avalanche de plantes qu'on fait pendre du plafond, qu'on met sur des bibliothèques. Enfin, on est dans des atmosphères intérieures très végétalisées aujourd'hui. Et donc on utilise les tendances et on les met toujours dans un coin de notre tête. Et ensuite, on fait ce fameux tour de table où, une fois qu'on a pris connaissance du projet de notre client, qui est soit un promoteur, soit un propriétaire d'hôtel, soit un groupe hôtelier, enfin bon, il y a plein de typologies différentes. Une fois qu'on sait ce que lui veut vraiment faire de son lieu, sauf si on peut participer d'une certaine manière à la stratégie, mais généralement la stratégie c'est quelqu'un comme toi qui va leur apporter, à moins qu'eux aient leur propre aussi conviction. Donc une fois qu'on a bien ce projet en tête, bah, on réunit tous les gens qui travaillent sur le projet autour de la table pour que chacun s'exprime, et après nous, on fait notre petit tour. On va dans le quartier, on regarde ce qui s'y passe, quelle est déjà la concurrence, quelles sont les boutiques autour, si on est dans un périmètre urbain, est-ce que c'est à côté d'un centre commercial, est-ce qu'au contraire c'est à côté d'une université, d'une école, ou au contraire c'est au plein milieu de l'autoroute et il n'y a rien, ou au contraire c'est dans la pampa, dans un sublime parc arboré, parce que je vois que Isabelle est avec nous, donc je fais un petit signe. Voilà, donc on est comme ça vraiment à l'écoute de la zone primaire de l'établissement, des gens, de la tendance et de l'investissement. Et une fois qu'on a ces 4 trucs-là, bah, j'ai envie de te dire, c'est compliqué de se planter. Parce qu'on a la recette de cuisine. Et puis après, bah, bien sûr, on utilise un peu notre fibre créative pour faire des endroits sympas. Mais de temps en temps, on aime bien aussi récupérer des choses qui existent déjà dans les hôtels quand c'est des rénovations pour garder la racine de l'établissement. Ça, c'est vachement important aussi, je trouve. Voilà. Et après, tu as une question aussi qui est l'investissement, parce que
à un moment donné, tous les budgets ne sont pas forcément illimités, Bah ouais. et les gens à tort ont l'impression qu'effectivement ça va coûter cher. Mais je crois qu'à moyen terme, ce qui coûte cher, c'est de ne pas renouveler un peu les tendances aussi. Je pense qu'il faut que les choses vivent, même par petites touches. Ouais. Je me souviens, nous avant on prenait des cycles de rénovation en moyenne 7-8 ans. Et donc on partait sur du mobilier de chambre avec des bureaux qui étaient massifs, indestructibles, etc. Mais enfin, une fois que c'était plus d'actualité, qu'on n'était plus dans des couleurs ou des tendances ou autres, qu'on pouvait retrouver le même un peu partout, donc c'est sûr que ça ne faisait pas très envie. Voilà, on était dans l'hyper-fonctionnalité et on n'était pas justement dans l'expérience et l'atmosphère. Est-ce que ça coûte plus cher alors du coup Mais alors, c'est très amusant que tu parles de ça, parce que un des premiers établissements qu'on a refait avec Florian, on est arrivé dans les lieux et comme nous on aime bien réutiliser certaines choses, on a demandé l'inventaire. Et là on s'est retrouvé devant du mobilier en sky orange, mais dégueulasse, en pure année 1985, le truc mais irremixable. Mais alors par contre, je peux te dire que tu aurais pu assommer un bœuf avec. Le truc, il était costaud, il n'était pas du tout abîmé, alors que ça faisait déjà effectivement au moins 10 piges qu'il était là. Et du coup, pour répondre pragmatiquement à ta question, mais totalement d'accord pour dire qu'il faut du mobilier qui soit beaucoup plus léger, qui ait peut-être une durée de vie moins importante. On peut aussi aller dans le reuse, ce qu'on appelle nous le reuse, c'est-à-dire racheter des vieilles terrasses de bars et puis les mettre à l'intérieur d'un restaurant pour avoir un côté un peu jardin, un peu expérience aussi, parce que comme le mobilier est un petit peu plus ancien, il a une âme et il a une atmosphère, et puis ça fait partie aussi de l'expérience. Donc nous, on est beaucoup plus finalement dans une approche un peu plus mode due à notre passé. Alors autant c'est ridicule de changer sa garde-robe tous les 6 mois, autant effectivement acheter du mobilier très cher avec des conditions de solidité incroyables. Aujourd'hui, sauf peut-être dans certains palaces 5 étoiles, aujourd'hui ça n'a plus de sens. Et d'ailleurs, là aussi, certains petits jeunes qui ont démarré leur bar au coin d'un quartier dans une grande ville en rachetant 4 chaises dépareillées et une lampe industrielle qu'ils ont fait pendre du bar, ça a fait le job et finalement ça nous a aussi appris des choses. Ouais, je disais, finalement, là aussi, l'amateurisme de certains nous ont appris aussi à traîner notre métier avec peut-être un peu plus de légèreté et un peu plus de ressenti humain. Donc, pour répondre à ta question, je pense que demain, les hôteliers doivent, même par bribes, faire ce qu'on appelle... Les hôteliers doivent faire par bribes ce que nous on appelle de la customisation, c'est-à-dire pourquoi pas juste changer la couleur d'un mur et 4 chaises et changer le niveau de la lumière. Et puis voilà, tu réenchantes un peu les gens, ils ont envie de revenir dans ton lieu, ils le reconnaissent mais ils s'aperçoivent qu'il y a du changement. Ils reconnaissent le lieu, ça leur donne envie. Oui, bien sûr. Et puis forcément, le responsable, le propriétaire, ou le directeur, il y met son âme. Et donc, il y a ça aussi qui est important. Donc, c'est toute cette alchimie qui fait le succès dans notre secteur. Moi, je me demande si finalement l'hôtellerie va pas... ou l'hôtellerie, ou on peut appeler ça l'hébergement marchand, ou l'hospitalité. Moi, j'aime bien l'hospitalité. Moi aussi, j'aime bien. Ouais. Ce qu'on dit depuis 5-6 ans sur cette logique de lieu de vie. Je pense qu'un lieu où à côté de chez toi où tu aimes bien aller parce que tu peux boire un jus sympa ou parce que l'endroit est sympa, il n'y a pas de... C'est un réseau. Je trouverais ça complètement décalé ou pas intéressant. Et puis de toute façon il y a une multitude d'offres, donc chacun y trouvera son compte. Mais si les gens n'arrivent pas à proposer quelque chose d'intéressant aux gens qui sont autour de l'endroit où on est, c'est où
forcément bien. Donc je crois que demain, on va quand même remettre la destination dans l'hôtel, remettre la destination dans le lieu. Ça doit être un lieu de la destination qui propose accessoirement peut-être des chambres. C'était que l'hôtellerie était précurseur de l'habitat. C'est-à-dire qu'on voyait d'abord des équipements et des choses dans l'hôtellerie. Ouais, qui étaient hyper modernes. Voilà, et que les gens se sont ensuite accaparés chez eux. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, chez toi, tu as probablement un Wi-Fi aussi bien, voire meilleur, une télé aussi plate. Peut-être pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais normalement, oui. Ouais, ça dépend. Globalement. Et puis, les gens sont beaucoup plus accessibles avec la espèce de révolution d'IKEA, de machin ou autre. Tout le monde peut maintenant se faire livrer une petite lampe sympa, un rideau, un truc. C'est vachement plus démocratisé. Donc, dans la chambre, je pense qu'on ne va pas faire des ruptures fondamentales avec ce qui est l'habitat des gens en règle générale. Par contre, dans les lieux de vie, dans les parties communes, je pense que c'est la deuxième révolution de cette industrie. Je pense que c'est maintenant dans les lieux communs qu'elle a, dans les parties communes, qu'elle va être précurseur de choses que les gens n'ont pas chez eux. Et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, on voit les lieux qui ont pas mal de succès. On va prendre des exemples d'hôtellerie urbaine, New York, Londres, Paris. On va prendre des destinations un peu phares. Tu y vas parce que c'est waouh, tu vas trouver des trucs complètement incroyables, des vraies signatures de design, des partis pris, des atmosphères complètement travaillées où l'espace de 3 heures ou 2 heures, tu vas ressortir de là. Peut-être tu auras bien mangé, mais tu auras vécu quelque chose de sympa. Tu auras vu du monde, il y aura ce côté cosmopolitain. Alors, il y a l'hôtel La Tangerina, et on dit un grand bonjour à Farida, de Tanger, donc évidemment, qui nous dit que le plus important, c'est de créer une âme dans l'établissement avec un peu de confort. Alors, elle a totalement raison. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait parce que l'hôtel de La Tangerina est un de mes hôtels préférés au monde. Donc, je ne devrais pas le dire parce qu'on ne pourra plus jamais habiter là-bas parce que ça serait trop complet. Mais c'est vrai. Et c'est vraiment, elle a su meubler et décoré avec beaucoup de simplicité, mais avec quelques pièces emblématiques du Maroc et qui sont vraiment importantes. Mais je rebondis sur ce que tu disais. Nous, un des premiers lieux vraiment incroyables qu'on ait vu, c'était à Shanghai, où il y avait un concept store central et autour, il y avait un restaurant et autour du restaurant, il y avait une épicerie. Et en fait, tu savais pas, tu rentrais là-dedans. Alors bon, évidemment, c'était en Chine, donc c'était hyper gigantesque. Mais d'abord, tu avais une circulation où tu savais pas où tu devais aller, donc tu te perdais un peu. Et comme tu te perdais, tu découvrais des trucs. Et finalement, c'était génial parce que tu savais pas si tu étais dans un grand magasin, dans un restaurant, tu savais pas où tu étais. Et finalement, il y avait des chambres au-dessus. Ouais, ça, cette mixité de l'usage. Moi, ce qui me fait vraiment chaud au cœur, mais là, c'est un trait plus personnel, je pense qu'effectivement, les lieux qui fonctionnent, c'est les lieux qui parlent à l'âme. Et pour parler à l'âme des gens, il faut mettre la sienne. Il n'y a pas de... On peut tourner le truc dans tous les sens, ça ne marche pas autrement. C'est sûr. Donc après, voilà, ça, c'est vraiment... On revient à cette sincérité. Je pense que mixité... des usages, et puis, je dirais, pardon de te couper, je dirais modestie. Parce que, et là je parle plus du côté architecture d'intérieur, décoration, etc. De temps en temps, il y a trop d'ego dans les lieux. Et du coup, comme il y a beaucoup d'ego, beaucoup de déco, beaucoup de gestes forts, finalement, toi, en tant que personne, entre guillemets, normale, tu ne peux pas te projeter parce que soit ça ressemble à une image de synthèse, et du coup, tu ne sais pas si tu as le droit de t'asseoir dans le fauteuil parce que le miroir a été placé exactement au bon endroit, etc. Donc, ça manque d'aspérité et de défaut. Donc, comme ça manque de défaut, tu te dis, si je vais me poser dans le fauteuil, ça va vraiment faire furoncle. Et de temps en temps, ces gestes forts ou ces endroits très grandioses t'empêchent de te sentir bien. Et je pense que si on met un peu plus de modestie dans les lieux, ou un peu plus de... ça donnera plus de chaleur humaine. C'était un des grands défauts des hôtels. Tu sais, un des mâles nécessaires de l'hôtel, c'était la restauration. Donc, on sait qui nous a dit ça. Hein, je ne sais pas si on a le droit de le dire.
mais il fallait traverser, toi, le lobby, tu avais déjà une distance pour les gens qui étaient à côté, et c'était un cercle vicieux, parce que les gens de l'hôtel qui étaient captés par le restaurant et qui donc allaient au restaurant parce que voilà, ils ne savaient pas où aller ailleurs. Aujourd'hui, à l'heure de TripAdvisor, à l'heure où tu peux... en plus, j'aime pas TripAdvisor, même pas envie de citer, mais aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu trouves n'importe quoi qu'il y a autour de l'hôtel et que tu vas aller chercher cette authenticité. Donc, raison de plus. Si tu n'as pas un lieu qui est sympa, où les gens du coin aiment bien venir, qui vient te raconter aussi un peu une histoire, qui a une âme, qui a une personne qui t'accueille, qui est bien, ça ne va pas marcher. Et tu peux faire la décoration la plus grandiose du monde. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à copier. Parce qu'en déco, tu peux copier simplement. Il y en a qui a une idée d'écrire à la craie sur le plafond, à la craie sur le plafond. Mais si ça ne marche pas pareil pour tout le monde, c'est qu'il y a d'autres éléments qui sont aussi importants dans ce secteur. Un hôtel, c'est un théâtre. Donc il te faut à la fois un beau théâtre et des bons acteurs. Si tu as un beau théâtre et des acteurs médiocres, ça ne va pas marcher. Et à l'inverse, si tu as des bons acteurs et un théâtre qui est vétuste, bon, ce ne sera pas top, mais ce sera déjà moins pire. Donc, mais par contre, si tu mets des très bons acteurs dans un très bon théâtre, avec une bonne acoustique, avec une bonne décoration, tu as une pièce extraordinaire et tu crées quelque chose d'unique qui est des mémoires, tu crées des souvenirs. C'est ça. Fabriquer des souvenirs, et des souvenirs positifs, c'est une alchimie qui est pas évidente, et je pense que c'est en grande partie la magie de ce métier. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a que des gens qui sont passionnés par ce métier. Parce que vouloir se lever tous les matins pour fabriquer des souvenirs aux gens, et des bons souvenirs. Voilà, c'est une vocation. Ouais, c'est ça. Mais ça me fait penser à une histoire. Un des hôtels qu'on a fait, c'était dans le centre de Paris, dans le Marais. Et là, autour de nous, il n'y avait que des jeunes garçons sublimes avec les bras tatoués et des t-shirts très moulants qui faisaient comme ça des cocktails toute la journée. Et nous, on s'est dit comment on va faire pour faire que ce lieu soit trendy. Et du coup, on est parti vraiment, là aussi, avec les équipes, avec un directeur d'hôtel, François, pour ne pas le nommer, qui est extraordinaire et qui nous a vachement aidés. Et à la fin, au bout de 2 ans d'exploitation, où l'endroit a cartonné parce que c'est devenu vraiment un lieu de vie avec potentiellement un hôtel de 350 chambres au-dessus, mais finalement, c'était même pas ça qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'était du brunch, des verres jusqu'à minuit, 1h du matin. Enfin, c'est devenu un endroit incroyable. Et un jour, je regarde sur Instagram et là, je m'aperçois qu'ils font même des balles le samedi soir, à l'ancienne, des balles musettes dans l'hôtel. C'est génial. Et en fait, notre projet nous a totalement dépassés dans le sens positif du terme. Donc ça aussi, c'est magique et ça aussi, c'est des moments de grâce, finalement. Toi qui suis un peu les tendances, c'est quoi les 2-3 trucs que tu as observés qui sont assez intéressants Alors écoute, en termes de... justement, là on a sorti les dernières tendances avec Florian pour les 2-3 prochaines années à venir, parce qu'effectivement, on n'est quand même pas dans une tendance qui va changer tous les 6 mois. Bien sûr qu'on reste sur le végétal, bien sûr qu'on reste sur le local, etc. Mais on va revenir aussi à un très très fort ancrage sur notre culture, notre ADN, sur des lieux qui apparemment pourraient avoir l'air très vétustes, mais qui ont une âme extraordinaire, avec quelques apports de mobilier un peu plus contemporain, mais des endroits où tout de suite tu te sens immergé dans ta culture, dans une humanité avec un grand H, et pour vraiment vivre une expérience de bien-être total. Donc ça, c'est pour les tendances plutôt déco, et pour les tendances un peu plus d'usage et de fonction, on partage tout à fait ce que tu dis sur le fait que les hôtels doivent devenir presque en fait des lieux de dormir et de manger, mais pourquoi seulement en court séjour? Est-ce que ça ne peut pas devenir à un moment donné du moyen séjour? Est-ce que cette frontière entre l'espace hôtel et l'espace privé va avoir tendance à peut-être diminuer pour que ces lieux de vie puissent peut-être héberger des gens qui restent là une nuit, un mois, pourquoi pas plus? Est-ce que tu vois un peu le projet? Ouais, je vois bien, tu as des concepts comme ça aujourd'hui de mixité, où on va mélanger des résidences étudiantes. Tu as un truc qui s'appelle Babel Community à Marseille. Alors, c'est pas pour dire que c'est ça qui va faire tout, quoi. Chaque projet a un peu son identité, mais
cette logique de se retrouver dans un lieu commun, ce côté cosmopolitain, je trouve vraiment c'est ça le cœur du métier de l'hospitality. Et ce moment un peu de confinement, je voyais des hôtels qui étaient autour de Paris, donc, dans cette limite des 100 km, etc. Et finalement, ils accueillaient des Parisiens qui venaient bosser en télétravail. Parce qu'ils se sont dit finalement bosser dans un cadre végétal, justement, c'était dans un jardin en l'occurrence, sur la terrasse de sa chambre, etc., plutôt que de rester enfermé chez eux dans un appartement parisien où on ne pouvait rien faire. Je pense que ça va peut-être amener un peu plus d'idées de la part de tout le monde. On a eu cette hyper-urbanisation où les centres-villes ont été des vrais aimants économiques, des vrais aimants en termes de mobilité et de concentration humaine. Ça fait 3 ans maintenant que l'humanité vit essentiellement dans les villes. On a fait ce point de bascule entre la ruralité et le côté urbain. Donc on est devenu une société urbaine, quoi qu'on en dise, avec des codes urbains qui se sont un peu globalisés, un peu mondialisés par rapport à ça. Et je me demande si maintenant on ne va pas peut-être retrouver un peu une balance et retrouver un cadre de vie. Le Covid a été le chief disruption officer ou le digital officer de toutes les entreprises. Finalement, on voit que de tout âge maintenant, depuis 2 mois, tout le monde est devenu des experts des Zoom, Skype, Teams et autres échanges vidéo divers et variés. Et donc finalement, il a peut-être accéléré encore cette rupture digitale, en tout cas le rapport au travail, la façon dont on échange. Certains hôteliers sont un peu tendus. Tu vois, les hôtels de centre-ville qui accueillent des déplacements professionnels, donc des gens du lundi au vendredi, hors vacances, quand même 70% du business en France, quoi qu'on en dise. On parle beaucoup de sauver l'été pour les hôteliers qui vivent de la saison, et évidemment il faut le faire, c'est pas tout le reste de l'année. Tu as des salons, des exhibitions, des voyageurs d'affaires, lundi au vendredi, les hôtels sont pas vides, ils sont pleins dans les centres-villes, et c'est ce type de voyageurs. Donc dans un moment où les entreprises vont probablement dire, et les gens même vont dire, est-ce que je vais prendre l'avion pour aller faire 2 heures de rendez-vous, voilà, je pense qu'ils vont quand même arbitrer en se disant, on va faire ça d'une autre façon. Avec les outils digitaux, c'est plus simple. De la même façon qu'on va rentrer dans un contexte économique, écoute, je ne le souhaite pas, mais c'est quand même assez probable que ça risque d'être un peu tendu dans les prochains mois. Malheureusement, il y aura des arbitrages budgétaires sur les déplacements professionnels. Je me demande si finalement aussi, alors ça c'est le côté négatif de la tendance, mais le côté positif, c'est peut-être que les gens vont réaménager leur façon de travailler. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'être de 9h à 18h dans un bureau, derrière son écran. On a tous des ordinateurs portables, on a des téléphones qui sont plus performants que ce qui a été utilisé par la NASA pour envoyer des gens sur la Lune. Donc, on devra arriver à peu près à bosser correctement, j'imagine, avec. Et on va peut-être déstructurer notre rapport au travail et l'aménager différemment. Donc, finalement, la proximité d'un cadre qui soit agréable à vivre dans les moments de pause, dans les différents moments qu'on va avoir, c'est peut-être une tendance qui va grandir. Et le fait d'aller bosser 2 mois au bord de la mer, parce que c'est le bon moment, et puis revenir dans son appartement vide, puis après repartir 3 semaines ailleurs, voilà, je pense que la durée de séjour risque de s'allonger probablement à terme. Bon, bah écoute, c'était, je trouve, une très belle conclusion, parce que elle est positive, et que nous on est assez positif aussi sur l'avenir, même si malheureusement on partage ce sentiment que ça va pas être forcément très facile pendant les prochains mois, mais peut-être que ça va être pour un monde meilleur, et pour une façon de vivre un petit peu plus respectueuse de chacun d'entre nous, respectueuse de la planète, enfin. Donc voilà, restons positifs, et soyons finalement, prenons part chacun d'entre nous à cette grande ambition plutôt. C'était super, franchement, Vangelis, de pouvoir parler avec toi, vachement intéressant, parce que tu es encore une fois un grand spécialiste. Et bon, on s'est toujours fixé à peu près 3/4 d'heure, donc on les a déjà dépassés tellement c'était intéressant. J'espère qu'on aura d'autres occasions de t'entendre encore. Et merci beaucoup, beaucoup d'avoir passé du temps à parler de tout ça avec nous. Avec plaisir, je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. Salut, à bientôt les amis, merci de nous avoir écoutés.